l'émission Parole de Femmes. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle série. Salut les filles, bonjour, ça va? bonjour Annabelle. Et aujourd'hui, Mathilde, t'as changé de place. Oui. Nous sommes déstabilisés, mais c'était pour faire place au couple Kwamenan. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour Annabelle. Bonjour Pasteur Marcel, bonjour Sandra. Bonjour. Alors, le Pasteur Marcel Kwamenan était déjà venu sur notre plateau. On avait fait une série sur la femme. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir Madame Kwamenan. Waouh, on est vraiment venus. Vous allez me faire rougir. Oh, c'est pas grave, ça passe bien à la caméra. Donc, toute cette semaine, en fait, c'est toi notre invitée, Sandra. Nous allons voir la femme qui est au service de Dieu et tu vas pouvoir nous partager finalement ton expérience de vie. Et puis, tu es venue accompagnée de ton mari. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'il était quand même préférable et plus adéquat qu'à une émission de femmes, que je vienne avec ma femme pour vous l'introduire et puis aussi pour que vous l'écoutiez plus, vous l'entendez. Même moi, je suis là aujourd'hui pour que ce qui en elle puisse sortir aussi. Ah, mais merci, pasteur. Vous avez entendu, cher mari, un mari qui envoie sa femme au milieu de paroles de femmes. Donc aujourd'hui, on va parler, mais tous les deux, vous allez pouvoir nous raconter votre rencontre, la rencontre du couple Kwamenan. Comment ça s'est passé? On va voir, parce que vous avez quand même un parcours atypique. Aujourd'hui, vous avez presque 400 églises, c'est ça, un peu partout dans le monde. Vous voyagez énormément. Combien de fois par semaine? Il arrive que je fasse 3-4 fois par semaine. Donc, c'est sûr que c'est toute une vie différente. Alors, comment s'est passée votre rencontre? Est-ce que vous étiez prêt à ça? Déjà, ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça fait 18 ans. Ouais, 18 ans cette année. 2000, hein. Okay. Septembre 2000 à peu près. Donc, on part sur les 18 ans. Et comment se rencontrer, c'est un peu particulier. Hein. Déjà, je pense que peut-être les femmes retiennent bien les précisions. Mais vous dites les grandes lignes. C'est sûr. Et moi, je détaille. Je sais que moi, j'avais une équipe avec laquelle on tournait un peu en Europe, dans plusieurs régions d'Europe et même plus loin. On faisait les programmes et j'avais... pour faire les évangélisations, les conférences. Voilà. Et puis, elle était pianiste dans l'équipe. Alors, chose bizarre, bon, j'aurais jamais imaginé que j'allais me marier avec elle. Je priais pour qu'elle se marie. Je priais pour que moi aussi, je puisse aussi me marier dans mon coin. Et puis après, j'avais peur du mariage. Enfin, bref, par définition. Et un jour, je crois qu'au retour d'une mission, il y a des choses qui sont passées dans mon cœur. Bon... J'étais dans une phase d'observation, de confiance, aussi d'orientation. Et je me suis rendu compte qu'il ne faut pas regarder trop loin ou s'attendre à trop loin, que la promesse de Dieu de ma vie, en fait, était là, juste à côté là, de sous moi. vos yeux. Voilà, donc c'est comme ça a commencé. Je pense qu'on revenait de Londres. C'était un an avant, un an plus tôt, 8 mois à peu près, en 99. Et puis autour de ça... Et toi aussi, voilà. tu l'avais... Oui, en fait, je tournais avec lui, je l'accompagnais, je jouais pendant qu'il prêchait, et avec toute une équipe. Et puis, on a fait un petit peu connaissance, comme ça. Mais ça restait toujours en tout bien, je dirais tout honneur. Et un jour, il m'a fait une déclaration. Il m'a écrit une lettre. Wow. Et une belle lettre que je me suis d'ailleurs empressée de jeter. C'était l'hiver, je l'ai jetée à la cheminée. Wow. Parce qu'en fait, j'ai été tellement impressionnée. C'était vraiment une belle lettre, mais j'étais impressionnée parce que j'ai pris un petit peu peur, connaissant le ministère et ce que ça représente et l'implication que représente la vie dans le ministère et la vie dans le ministère en tant qu'épouse, puisque mon père est pasteur, donc j'ai pu voir évoluer qu'est-ce que le ministère. Et donc, j'ai eu un petit peu peur. Donc, suite à cette déclaration, je lui ai dit, non,
Non. Non. Tu lui as dit que tu avais jeté la lettre dans le feu? Oui, je ne sais pas si je lui ai dit tout de suite. peut-être après. Ça s'appelle un râteau. C'était l'hiver, c'était l'hiver. À ma C'est décharge, drastique, c'était l'hiver. La cheminée était là. Et donc, toi, t'envisageais avant d'épouser un serviteur de Dieu ou j'avais c'était pas fait. vraiment- Non, moi, j'aimais le Seigneur vraiment de tout mon cœur. Je voulais le servir. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas hésité quand il m'a demandé de l'accompagner et de jouer avec lui et avec son équipe. Et j'avais vraiment à cœur de servir Dieu. De quelle manière? Je ne sais pas. Dieu a un plan pour chacun. Donc, je n'avais pas fait de projet particulier, mais c'est vrai que je n'avais pas forcément planifié ou demandé à Dieu un ministère. Et encore moins un ministère international ou d'une autre culture. Enfin bref, voilà, j'avais pas... Voilà. Et quand il m'a fait sa demande, oui, j'ai été vraiment... j'ai eu peur, en fait. J'ai eu peur et je me suis dit, waouh, est-ce que je suis prête à ça? Est-ce que je veux ça? Et vous l'avez bien vécu, le râteau? Et en fait, comme j'étais un peu dans un ministère un peu plus large et international, et à première vue, je me suis dit, mais attends, elle se prend pour qui, cette fille? J'ai pris l'orgueil de l'homme, hein, parce que j'ai un peu mal pris, tout petit peu. Mais en même temps, je me suis dit, ah, au moins, elle sait ce qu'elle veut. Ça, c'est clair. Et du coup, j'avais décidé de dire, OK, comme on se rencontre, on travaille. J'ai dit, bon, sauf que je veux me mettre à genoux et en tout cas, dans les mois qui suivent, je bâtirai ma vie. Voilà, donc je fais le point avec l'équipe, j'ai respecté son choix. Et voilà, et le jour, j'ai dit à toute l'équipe, j'ai dit, voilà, on va continuer à se voir, on va continuer à faire le ministère, le travail. Mais et elle aussi, hein, j'ai dit, voilà, je suis en prière et que, en tout cas, je vais prier pour... Tout le monde a compris que je veux vraiment avoir un discernement. J'avais peur d'échouer, j'avais peur de... Parce que connaissant les couples, priant aussi pour les mariages, et puis officiant les mariages, je voyais les galères qui sont dans le mariage. Donc j'avais peur de me marier avec quelqu'un qui allait me faire des complications, possessive, jalouse, tout le temps. Vous voyez, donc je me suis dit, bon... Et quand ils ont compris ça, après, j'ai vu qu'elle avait changé. J'ai dit, alors, c'est pas pour qui cette fille? C'est l'orgueil de l'homme. Hein. Je l'ai dit, je l'ai déjà témoigné. Je me suis dit, mais non, bon, je vais me marier, de toute façon, mais bon, j'ai dit, Seigneur, tu me brises, hein, quand même. C'est vrai que c'était vraiment... Voilà, c'est quelque chose qui n'a pas été pris à la légère. C'est vraiment quelque chose qui a été réfléchi dans notre situation. Et puis, un jour, je m'en souviens, il m'a dit, bon, écoute, OK, tu ne veux pas. Mais moi, sache que je veux bâtir ma vie. Avec toi ou sans toi, je vais prier le Seigneur pour me donner une famille. Je veux un foyer. J'ai aspiré à un foyer. Et il m'a dit un jour, ben voilà, c'est la dernière fois qu'on se voit. Je m'en vais. L'équipe avec laquelle on travaille, ça s'arrête là. Je vais changer. Enfin, voilà, il avait des projets. Et ce jour-là, vraiment, dans ma tête, ça a été un bouleversement. Et je me suis dit, non, je ne pouvais pas m'imaginer ne plus le voir, ne plus être avec lui. J'ai compris vraiment que j'avais... Les sentiments, en fait, se sont révélés. Et je me suis dit, OK, je payerai. Je connais l'implication qu'il y a en tant qu'épouse dans le ministère. Je sais qu'est-ce qui m'attend, mais je m'y engage. Je fais ce choix. Je m'y engage, mais je préfère ça que être sans lui. Voilà. Donc, je suis allée le voir. Ah oui, c'est toi qui allais le voir. Et c'est moi qui suis allée le voir en lui demandant de... bien vouloir réouvrir le sujet. Et de te faire regarder près de lui. Et qu'est-ce que j'ai dit alors? Oui, c'est ce qu'on pourrait ouvrir le dossier. Alors, qu'est-ce que j'ai dit alors? Eh ben, il voulait pas trop. Il faisait semblant de pas comprendre. Deuxième râteau. Il faisait un peu semblant de pas comprendre. Je comprends quand même que ça a pu le blesser. Hein. J'ai compris quand même que ça a pu le blesser quand je lui ai dit non. Mais je crois que lui aussi, après, il ne pouvait pas rester sans moi. Donc finalement, voilà. Il a juste profité de ce petit moment où tu revenais. Ouais, je pense qu'on a fait un petit jeu un petit jeu cache-cache d'amour. Parce qu'en fait, elle s'est rendue compte que certainement peut-être qu'elle m'aimait plus fort. Et en fait, moi, à un moment donné, c'était, vous savez, je le dis, il n'y a pas de mystère. Mon orgueil d'homme m'avait pris un coup. D'autant plus que, vous voyez, dans un contexte, Marseille, à gauche, à droite, Marseille, je me suis dit, mais bon. Et quand elle est revenue après, elle m'a dit, bon, j'ai réfléchi,
Mais c'est ça aussi qui m'a touchée. Elle a dit, en fait, j'avais dit non parce que je voulais d'abord être sûre de la responsabilité qui m'implique. Ouais. J'ai des sentiments pour toi, c'est vrai, mais je voulais être sûre de la responsabilité. Ça fait 18 ans qu'on est mariés. On n'a pas de problème majeur. On a une petite fille de 3 ans, quelques mois. On est heureux. Et elle est vraiment moi, je ne crois pas l'histoire que ma femme est simplement une aide. Elle est complémentaire. On est équipe. On fait une force de frappe. On n'est pas pareil, c'est clair. Et qu'on arrête tout de suite de croire et de stigmatiser en disant oui, ils se ressemblent, ils sont ci. C'est pas vrai. On est tous différents, mais on se complète. Alors, si on se ressemble peut-être dans un contexte ministériel, des responsabilités, mais on se complète. Et franchement, j'ai vu que je n'aurais pas fait ce que je fais aujourd'hui sans ma femme. Je n'aurais pas réussi certaines choses sans ma femme. Et elle n'aurait pas été cette femme avec la responsabilité assumée d'être avec un mari hyper occupé et hyper pris de partout et aussi qui est livré aux gens. Ouais, c'est ça en fait. Parce que quand tu es dans le ministère, dans le foyer, tu as envie de partager tout avec ta femme et ton mari. Mais dans notre cas, en fait, c'est vrai, on a le temps personnel, privé, intime, familial. Mais le ministère, c'est se donner aux autres. Le ministère, c'est toujours avec les gens. Donc, cette réflexion qu'il y a eu et cette base qui a été l'élément clé de notre mariage a consolidé notre relation et a produit le fruit dans lequel aujourd'hui on peut ensuite se réjouir et accompagner et encourager. Donc, Mais quand on fréquente un garçon, enfin pour une femme, là je parle, un garçon, ou en tout cas qu'on convoite un garçon qui est appelé au ministère, il faut vraiment s'y prendre, vraiment prendre du temps dans la prière, parce que c'est plus que de construire un couple, c'est construire un ministère. Et il y a beaucoup de filles qui sont un peu, des fois, éblouies par le ministère. Ça n'a pas été le cas de Sandra, parce qu'elle savait à quoi elle s'attend et à quoi il fallait s'attendre. Mais il y a peut-être des filles qui se font éblouir par le prestige du ministère et qui n'ont pas mesuré la responsabilité que ça représentait. Donc, vraiment, s'il y a des filles qui nous écoutent puis qui convoitent peut-être un beau garçon, un beau jeune homme qui est appelé au ministère, moi, j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut prier. Et puis, prendre du temps de recul en disant « Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, retire-le de mon cœur. » Parce que... Au risque de froisser monsieur. Au risque de le froisser, qu'il se prenne un râteau. Mais il vaut mieux se prendre un gentil petit râteau qu'un gros râteau 10 ans plus tard. Ouais, donc, c'est un impératif de prendre du temps dans la prière. C'était très sage. En fait, je pense quand même j'ai eu cette grâce que mes parents, étant dans le ministère, je savais les implications qui pouvaient être exigées de moi, le devoir que ça représente, le bonheur aussi, attention, que ça représente. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup. Donc, grâce à ça, j'ai quand même su que voilà, il fallait vraiment que ce soit une réflexion importante. Est-ce qu'il y a quand même des clichés du mariage qui sont tombés ou que tu as dû réapprendre à voir le mariage différemment? Parce que, comme on l'a dit, c'était un mariage et un parcours vraiment atypique et tu t'y attendais dans une certaine mesure, mais est-ce que tu as quand même été un peu surprise? À partir du moment où je me suis mariée donc, avec mon mari qui n'était pas du tout ce que j'avais pu concevoir. Bon, c'est vrai que je n'avais pas trop d'aspiration quand j'étais jeune fille, je dirais, j'aimerais me marier avec tel type de personne ou telle chose. Mais c'est vrai que je n'avais pas non plus imaginé que je me marierais avec une personne qui serait d'une autre culture, qui viendrait d'un autre pays. Ça, c'est vrai que c'était aussi important. À partir de ce moment-là, en fait, j'ai complètement tout laissé à plat et j'ai pris les choses comme elles venaient. Voilà, ça a été un apprentissage. De toute façon, c'est un apprentissage à deux, je pense, le mariage. Et petit à petit, c'est vraiment d'année en année que je dirais, on est devenu une équipe. On a appris à se connaître, à connaître les faiblesses et les forces de l'autre, et les défauts et les qualités. Et c'est comme ça qu'on devient complice, qu'on devient une équipe. Donc moi, vraiment, j'ai tout laissé. J'ai tout laissé de côté et puis j'ai pris les choses comme elles se sont présentées. Puisque de toute façon, rien ne s'est présenté comme j'aurais pu l'imaginer. Alors, tant qu'à faire, voilà. On repart avec une carte blanche. Voilà, une carte blanche, tout à fait. Ouais. Et au niveau de la culture, est-ce que ça a été quand même un petit peu compliqué de s'ajuster l'un avec l'autre? Parce que, en fait, vous, Pasteur Marcel, vous êtes d'origine ivoirienne.
mais vous avez vécu en Suisse, en Europe, France. Maintenant vous vivez aux Antilles. Donc en un seul homme, vous êtes totalement international, vous tout seul. Donc là, tu as épousé le monde. Tu as épousé le monde entier, Sandra. Parce que comment tu as pu réussir à te faire à cette culture multiculturelle? Mais en fait, moi, je me suis dit que c'est une richesse. Déjà, mon mari est de Côte d'Ivoire, c'est vrai, mais il est complètement international. Il a une capacité de se fondre dans les cultures et de s'adapter aux cultures. Et il prend de bonnes choses aussi de chaque culture. Il en apprend et il s'enrichit avec ça. Et moi, j'ai fait en fait cette même démarche. Moi, j'ai trouvé formidable de pouvoir apprendre toutes les choses que la Côte d'Ivoire avait à apprendre. Puis ensuite, c'est vrai qu'on a emménagé dans les Antilles, qui est aussi une autre culture. Donc, j'ai vu ça plutôt comme une richesse. Alors, c'est sûr que c'est un apprentissage qui n'est pas toujours facile parce qu'on fait des erreurs. Mais voilà, je me suis plongée dedans et puis j'ai essayé d'apprendre, même si on ne réussit pas toujours. Mais voilà, faire de mon mieux pour... C'était facile et parce que c'était graduel peut-être ou c'était graduel, j'imagine? Oh, j'ai pris les choses comme elles venaient. Ouais. Voilà. Les choses petit à petit. Et puis, il m'a beaucoup aidée. Je lui demandais des fois, est-ce qu'on fait les choses comme ça? Ou des fois, il me disait, non, tu sais, ça se fait pas. Chez toi, ça se fait, mais ici, ça se fait pas. Des choses qui paraissent bonnes, par exemple, je suis de France, donc des choses qui paraissent bonnes en France ne se font pas dans ce pays-là ou en Côte d'Ivoire. Et petit à petit, comme ça, j'ai appris au fur et à mesure. Et pour vous aussi, Pasteur Marcel, est-ce que la culture, ça a été un apprentissage ou vous, vu que vous étiez déjà un peu baigné dans la culture européenne, ça a peut-être été plus facile? Non, en fait, la culture, elle est sur plusieurs niveaux. Il y a l'approche, il y a le langage, il y a l'alimentation, il y a aussi le quotidien. Quelque chose un exemple que j'ai eu du mal, mais que j'ai adopté tout de suite, mais ça m'a aidé même avant d'ailleurs que je me marie avec ma femme, c'est quand j'ai vécu en Suisse, l'horaire. Vous savez, nous qui venons d'Afrique, on est un peu élastique en horaire. Ça, c'est le premier point. Et au niveau alimentation, on n'aime pas trop fromage, lait, des choses comme ça. Ensuite, le froid, on n'aime pas trop. Voilà. Et moi, je viens au Canada. Ma prière, c'est qu'il n'y ait pas de neige du tout. Après, je pense à ma femme et ma fille. Bon, donc, je n'ai pas osé trop m'exprimer, mais bon, ça ne me dérange pas trop. Mais bon, voilà, la vous voyez, neige est ces gens. quasiment fondue Voilà, bizarrement, voilà. il y a Donc, presque c'est plus très rien. bien. Enfin, je ne dis pas ça à haute voix. Donc, quelque part, voilà, la culture, en fait, moi, je l'ai prise comme une valeur. D'autant plus que j'ai baigné dedans. J'ai eu des parents qui ont vécu aussi en Europe et qui ont toujours été en Europe. Donc, moi, j'ai grandi... pour moi, la conception du foyer, la diversité est une richesse énorme, justement. Et ça fait qu'on apprend, on découvre, et puis on se complète. Voilà. Donc, pour moi, c'était une grande grâce, une grande joie. De voir, vous voyez, il y a 5 doigts, mais les 5 doigts sont complètement différents, mais ça forme la main. Donc, aujourd'hui, dans notre couple, c'est ça qui fait la beauté de la chose, quoi. Et juste après votre mariage, vous avez pris un congé sabbatique de mariage ou alors est-ce que la mission... Ça, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'après le mariage, j'avais préconisé avec ma femme. On a fait une semaine déjà de jeûne et prière. Non. Je m'attendais pas à ça. Stand-by de noces déjà. 7 jours au sud de la France. Je me rappelle dans une petite ville d'ailleurs, au sud de la France, non loin de Marseille, quelque part là-bas, je ne sais plus. Et ensuite, j'avais puisque moi j'étais tellement occupée dans le ministère que quand on s'est mariés, c'est comme si j'ai attendu tout petit peu, j'ai fait une petite pause. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. J'avais prévu 6 mois à 1 an de temps sabbatique. Et en fait, c'est là que l'histoire... Mon pied a été fracturé, et puis du pied est né tout le bouleversement d'église, de création, de mise en place et du ministère apostolique. Voilà, en gros. Et donc, on a essayé après de trouver des temps de vacances un peu très restreints. Et ça, dans le ministère, c'est sûr que ça n'a pas été facile. Mais je trouve une femme que Dieu m'a donnée, formidable, parce que voyageant, j'étais un peu inquiet aussi au départ, aussi pour me marier, parce que
quand je me dis, mais je vais voyager, je vais faire le ministère, comment ça va se passer? Ça peut être compliqué. Donc, et elle venait avec moi, mais on n'a pas tous les mêmes endurances. Donc, il y a des moments où elle ne peut pas forcément voyager avec moi, mais elle était à la maison. Elle aimait être aussi, elle est très casanière, ma femme. Voilà, donc, elle est sur place, il faut lui demander, hein, parce qu'il faut que tu t'exprimes aussi, madame. Et c'est vrai que tu disais quelque chose, Anne, tout à l'heure, que le ministère, les gens sont souvent séduits par l'onction, éblouis par un peu tout l'éclat qui entoure le grand ou le petit ou le moyen ministère. Mais le ministère, c'est une totale responsabilité. Il ne faut pas qu'on se fasse des illusions. C'est une grande charge. Et ne pas être avec le bon mari ou ne pas être avec la bonne épouse qu'il faut, ça devient complètement la complication. Et dans notre cas, je rends grâce à Dieu parce que ma femme, elle regarde. C'est vrai qu'elle n'aime pas être en avant. Moi, j'essaie de pousser un peu. Je prends un exemple. J'ai formé des équipes de ministère, y compris elle. Mais je consacrais les gens dans le ministère. Et elle me disait, je sais que tu attends que les choses avancent, mais je veux encore prendre plus de temps. Vous voyez, on est mariés en 2000. J'ai commencé sa formation 1 an après, 6 mois après. J'ai eu le temps de consacrer les gens 4 ans après de formation. Et elle, c'est seulement en 2015 qu'elle était prête à rentrer dans le ministère comme pasteur. Voilà. Vous voyez, c'est parce qu'elle aime prendre son temps et voilà. Parce que pour elle, c'est très important. Et ça, c'est une grâce, quoi. Mais disons que je pense que j'ai conscience du poids de la responsabilité. Peut-être que j'exagère dans le souci de vouloir bien faire. Peut-être que je veux tellement trop bien faire, trop me préparer, que j'exagère. C'est peut-être possible. C'est pour ça que des fois, c'est bien parce qu'il me pousse un petit peu, il me secoue un petit peu pour pas rester dans cette éternelle préparation. À un moment donné, il faut avancer. Amen. Mais c'est vrai que oui, le ministère, c'est une grande responsabilité et c'est important s'il y a des jeunes filles qui, effectivement, comme tu disais, aspirent, ont des sentiments pour des personnes dans le ministère, vraiment de prendre le temps de bien prier, de prendre le temps de peser le poids de cette responsabilité. Et à partir du moment où elles s'engagent, vraiment de se tenir dans cet engagement et c'est tous les jours qu'il faut demander la force au Seigneur pour pouvoir continuer à tenir cet engagement, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais Dieu donne la force et il est fidèle. Puis c'est un grand atout sur la longue durée, parce que quand on a pris du temps pour prier, que vraiment c'est de Dieu que vient la conviction qu'on est bien avec la bonne personne et que c'est aussi notre appel d'être dans le ministère, quand il y aura des temps plus difficiles où la pression sera plus forte, on tiendra ferme. Parce que si on s'est marié sans avoir pris ce temps, le jour où il y aura du vent contraire, ça va être beaucoup plus difficile de tenir ferme. Parce qu'on n'aura pas cette profonde motivation, cette conviction qu'on est bien à la place que Dieu voulait pour nous. C'est ça, le mariage. Dans le fond, l'union, c'est le fruit d'une conviction. Vous avez dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé, Pasteur Marcel. Il ne faut pas être séduit par l'onction que des fois peut transporter l'homme de Dieu. Dans mon cas, oui, il y a vraiment l'homme de Dieu. Quand j'ai rencontré mon mari, ça m'a beaucoup plu, l'homme de Dieu qu'il était. Mais en fait, c'est ça, c'était réfléchi aussi pour moi. J'avais les mêmes craintes probablement que toi, Sandra, par rapport au fait de la responsabilité de l'engagement, d'être vraiment en couple dans ce ministère et je ne voulais pas m'engager à l'aveuglette. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut prendre vraiment en considération et mettre en prière avant de marier un homme de Dieu, parce que c'est ça, quand les vents contraires viennent, il faut juste être tellement certain, mais vraiment certain qu'on est appelés ensemble, qu'on va être juste inébranlable. Et puis vous reflétez, ça. Et une chose qui est importante, c'est que dans la vie normale, commune, on a des critères pour se marier. Déjà, on aime la personne. Deuxièmement, on a des affinités avec la personne. Troisièmement, on est prêt à s'engager pour bâtir ensemble. Voilà. Sauf que dans le ministère, ces 3 critères ne suffisent pas. Il faut, en plus de ces 3 critères, accepter de partager le temps que vous avez, un espace de ton mari
avec les autres. Ouais. Yeah, parce que ça, c'est une réalité. Et un autre point aussi qu'il faut aussi tenir compte, c'est aussi donner de soi pour faire cette complémentarité ministérielle. C'est ça. Et un troisième point qui fait à la fin presque 6, il y en a au moins 12 points à peu près, c'est d'accepter que d'être aussi dans le mariage demain un modèle pour les autres. Donc ça veut dire que tu payes le prix pour des choses que tu aimes et tu fais des choses même quand tu n'aimes pas, parce que tu as appelé aussi à jouer ce rôle. Et puis, un élément que je voulais quand même rajouter, c'est dans le ministère, on devient un personnage public, qu'on le veut ou non. Ah, oui. Un personnage public. Et dans notre cas, tu vois, on se retrouve à des programmes d'une personne, de 10 à 100, à 1000, à 20, 30, 100 000, j'en sais rien, ou même plus. Et en plus, à différents endroits. Donc, notre vie devient systématiquement une inspiration, un modèle, un encouragement, une aspiration. Inspiration et aspiration pour d'autres. Donc, si on n'a pas ces éléments, il vaut mieux encore réfléchir. Et puis, il ne faut pas, un coup de foudre. Dans la responsabilité ministérielle en termes d'équilibre de foyer, ça ne tient pas du tout. Et ça ne sert à rien et ça ne va pas durer. Mais cela dit, quand on est une jeune fille de 20 ans ou de 25 ans, Ouais. on n'a pas non plus toute notre formation de fête et on n'a pas tout le kit, toute la trousse de secours. On n'est pas encore la femme accomplie qu'on va devenir. Donc, des fois même, on est jeune converti, comme ça a été mon cas par exemple. Et il ne faut pas non plus se baser juste sur nos talents présents ou nos capacités présentes, mais sur la conviction vraiment que c'est Dieu qui nous place là et pas le coup de foudre ou le cœur qui papillonne. Notre disposition de cœur aussi, comme Sandra le disait, j'ai pris comme ça venait, tout était comme totalement différent à tout ce que j'avais imaginé, et d'être prête à mettre ça sur le tapis puis à dire Seigneur, je te laisse encore une fois toute ma vie, y compris le mariage et les clichés qu'on peut avoir, les aspirations qu'on peut avoir, des aspirations quelquefois qui sont humaines, et Dieu veut remplacer ces aspirations par des aspirations célestes qui vont être différentes. Et si nos aspirations changent, il y aura des frustrations qui n'auront plus lieu d'être en fait. Et vraiment, vous êtes inspirant, vous êtes mystérieux mais inspirant. Ah bon, merci. Donc, à cette occasion, je peux te dire, je t'aime ma femme. C'est enregistré. Donc, nous allons nous quitter sur cette déclaration du pasteur Marcel à sa femme. Et on se retrouve demain. Nous serons encore avec le couple Quoi maintenant, et nous parlerons du service, comment Sandra a réussi à trouver sa place dans le service. Parce que, comme le pasteur l'a dit, il voyage 3-4 fois par semaine et Sandra est très casanière. Donc, comment trouver un équilibre? Comment trouver un épanouissement? C'est possible et elle nous le dira demain dans une prochaine émission de Paroles de Femmes.